Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Samedi de lire et cette semaine, j'ai le bonheur de recevoir l'auteure Samantha Bailey. Bonjour, vous allez bien? Très bien, et vous? Oui, j'ai envie de vous présenter à mes auditeurs. Alors, vous êtes née en 1988, vous êtes détentrice d'un master en littérature comparée, également d'un master professionnel en édition, et vous avez travaillé dans le jeu vidéo pendant 2 ans, et maintenant, vous vous consacrez entièrement à votre carrière d'auteur. Tout à fait. Très bonnes informations. Déjà, je crois, 11 livres à votre actif. C'est ça. 11 livres, et dans plein de catégories différentes, du fantasy, du contemporain, également des contes. Exactement. En fait, dans différents genres, on a des romans qui vont plutôt être contemporains, comme Les Stagiaires ou Ceux qui nous lient, des romans de fantasy, comme Métamorphose, Oraison, et aussi des contes pour enfants, par exemple, comme Kotori, le chant du moineau, chez Nobi Nobi. Donc, et comment vous arrivez à créer des univers complètement différents? En fait, je me pose pas la question du genre dans lequel je vais écrire. C'est plutôt une histoire qui arrive. Et ensuite, la question, ça va être comment la formuler au mieux. Donc, ça peut se présenter sous forme d'imaginaire, avec du fantastique, etc. Comme Ceux qui nous lient, où j'avais cette idée d'une femme capable de voir les liens entre les gens. Donc là, le fantastique va plutôt être un prétexte pour développer une situation psychologique. Et du coup, voilà, je navigue un peu entre toutes ces idées-là. Et ensuite, la question du genre, c'est plutôt la question qui se pose pour mon éditeur, pour après mettre une petite étiquette dessus. Mais pour moi, l'idée, c'est que la création, ça doit être absolument libre. Et donc, j'essaie de ne pas penser à toutes ces contraintes, entre guillemets, génériques. Et qu'est-ce qui vous inspire? Tout? Oula. Ce qui m'inspire... Ça dépend, en fait. Une idée, pour moi, une idée, c'est une collision d'informations, en fait. Je pense qu'on récolte énormément d'informations tout le temps, en permanence, et que ce qui va formuler une idée, ça va être un choc à un moment donné, souvent entre deux informations, parfois assez contradictoires ou opposées. Et ensuite, ça va se traduire sous forme, par exemple, d'image. Une image mentale, ça peut être une scène qui vient à l'esprit, très marquante, mais ça peut aussi être un processus qui va être plus intellectuel, ou des questionnements sociologiques. Par exemple, dans Oraison, on est dans une société où tout tourne autour de la mort et de la conviction qu'il y a une réincarnation. Donc on va pouvoir aussi poser des questions plus politiques, plus sociologiques à travers ça. Donc c'est vraiment un mélange entre des choses très intuitives, très imagées, et aussi une construction, en quelque sorte, on va dire, plus mentale. Et vous êtes quel genre d'auteur? Est-ce que vous êtes le genre d'auteur qui écrivez à tous les jours ou vous écrivez quand l'inspiration arrive? Alors j'essaye d'écrire tous les jours. J'essaye de m'en faire un mantra, en fait. C'est que je me rends compte que plus j'écris et plus j'ai envie d'écrire, et que pour vraiment être dans un roman, vraiment dans l'état d'esprit, etc., il y a des moments où il faut écrire tous les jours, ne serait-ce que même une ligne, pour rester en connexion avec l'ouvrage. Après, chaque roman, c'est une expérience d'écriture différente. Il y a des romans qui sont des fulgurances, qui vont sortir comme ça, en écrivant 8 heures par jour, d'autres qui vont être beaucoup plus difficiles, où ça va être plus long. Donc à chaque roman, son histoire, en quelque sorte, et son processus d'écriture. Est-ce qu'il y a un genre qui est plus difficile à écrire qu'un autre? Alors pas forcément plus difficile, mais je pense que la fantasy présente une difficulté qui est que l'on doit emmener le lecteur dans un référentiel qui n'est pas le sien, puisqu'il doit se trouver dans un univers qui est complètement construit, avec de la magie, souvent, une société diamétralement opposée à la nôtre. Donc il ne faut pas l'assommer d'informations, il faut trouver des stratagèmes, en fait, pour pouvoir lui diffuser des informations au fur et à mesure pour qu'il prenne connaissance de cet univers. Donc par exemple, dans Oraison, j'utilise des entrées encyclopédiques, en fait, à chaque début de chapitre. Et ça va être une petite porte d'entrée, une sorte de lecture facultative pour au fur et à mesure découvrir l'univers. Du coup, ça demande une construction en fantasy qui parfois est un peu plus lourde, et une capacité en termes d'image à faire jaillir chez le lecteur qui va demander, je pense, une autre forme de concentration. Est-ce que dans ce cas-là, le travail de l'éditeur est très important? Pas vraiment, puisque tout le travail d'écriture est fait en amont. Mais ensuite, sur les relectures, c'est vrai que c'est important d'avoir le point de vue de l'éditeur pour nous expliquer si c'est clair ou non. Je pense que ce qui diffère vraiment entre la fantasy et le roman contemporain dans l'écriture, c'est qu'au final, quand on y réfléchit, qu'est-ce que c'est que la lecture? C'est à travers des mots faire jaillir des images mentales. Et donc pour arriver à ce point-là, si par exemple dans Les Stagiaires, tout se passe dans une entreprise, on a tous ce référentiel de savoir ce qu'est un bureau. Par contre, si c'est pour décrire telle ville médiévale qui a telle caractéristique, là, il va falloir construire ça. Donc c'est vraiment ça, je pense, la différence majeure. À quel moment l'écriture est arrivée dans votre vie? Est-ce que c'est dès le très jeune âge? Oui, je me rends compte
progressivement, j'essaye de comprendre aussi d'où ça vient, mais j'écrivais beaucoup dans un journal intime et j'écrivais déjà des petites histoires vers 7-8 ans. Le vrai déclic, ça a été au collège où j'ai découvert en fait certains ouvrages comme À la croisée des mondes de Philippe Pullman, mais aussi les jeux vidéo, notamment les sagas comme Final Fantasy, qui avaient des univers visuels et narratifs très très riches, et ça m'a donné envie d'écrire des histoires. Et donc, sur ma petite feuille de route qu'on devait remplir au début quand on arrivait à l'école, on demandait aux élèves qu'est-ce que vous voulez faire plus tard. Et donc, vers 10-11 ans, je mettais écrivain. Ce qui me semble complètement maintenant très très idéaliste de ma part, mais c'était une volonté qui était déjà présente de longue date. Et votre travail dans le jeu vidéo, est-ce que c'était justement d'écrire la narration de certains jeux? Pas exactement. En fait, j'ai fait de la communication, mais je rédigeais des articles, des choses comme ça, donc on n'était pas très loin de l'écriture. Et ensuite, j'ai travaillé au sein d'une équipe du jeu Might and Magic, voilà, qui est une licence qui existe depuis maintenant 27 ans, qui est une licence de jeu de stratégie dans des univers de fantasy. Donc il y avait un rapport, et là mon rôle c'était en fait de constituer une bible de l'univers, reprendre toutes les informations qui avaient déjà été établies là-dessus, pour créer une sorte de synthèse de tout ce qu'on avait sur cet univers-là, à destination non seulement des scénaristes qui en avaient besoin pour développer des histoires, mais aussi en fait du public, des fans. Et du coup on a sorti ce livre sous le titre de Ashan Compendium. Et voilà, il est disponible. C'était mon travail durant un petit moment. Mais est-ce que vous aimeriez être scénariste de jeux vidéo? J'aimerais bien, après le scénario de jeux vidéo, comprendre d'autres contraintes, puisque en fait, il y a ne serait-ce que la contrainte matérielle de l'espace. Par exemple, c'est arrivé dans certains jeux qu'on coupe des scènes ou des bouts de scénario parce qu'on se rendait compte que ça ne rentrait pas sur le CD à la fin en termes de mémoire, enfin, des choses comme ça. On est dans un monde, au niveau du jeu vidéo, de process extrêmement difficile, où je pense que j'aurais beaucoup moins de liberté, mais pourquoi pas sur un projet plus indépendant peut-être, ça pourrait être intéressant. Et j'aimerais ça qu'on parle de votre plus récent ouvrage, Les Stagiaires. Est-ce que vous pouvez un peu raconter aux auditeurs quelle est l'histoire de ce roman-là? Alors, Les Stagiaires, c'est l'histoire en fait de 6 stagiaires qui ont tous un rêve. Ils veulent travailler dans l'univers du manga et du jeu vidéo. C'est des jeunes adultes qui ont été bercés par les univers de la fiction, de l'imaginaire, etc., des séries. Et donc, ils viennent tous d'horizons extrêmement variés, mais on va les suivre le temps de 6 mois de stage dans une entreprise qui s'appelle Pixis, qui incarne quelque part leurs rêves pour la suite. Et évidemment, certains resteront, d'autres pas. On va suivre leur destin croisé à travers 2 narrations. Ophélie, qui elle vient en fait plutôt de la Bretagne, elle débarque à Paris, donc ça va lui poser un certain nombre de problèmes pour trouver un logement, pour s'adapter aussi à une autre culture. Et ses parents n'acceptent pas tout à fait son choix de déménager. C'est ça, c'est qu'ils ne comprennent pas pourquoi elle va se retrouver à Paris à payer un loyer démentiel, alors qu'après tout, elle pourrait rester en Bretagne, près de la famille, etc. Et à côté de ça, on a Arthur qui lui est parisien, qui est en école de commerce, qui a une carrière dans la finance, a priori, qui semble très bien tracée, avec justement des parents qui le poussent dans cette voie-là. Mais lui, il se rend compte que finalement, porter la cravate, travailler en banque, c'est pas forcément ce qu'il a envie de faire de sa vie. Et donc, il prend ce stage comme une sorte de porte de sortie potentielle pour son avenir. Et lui, il vient d'une famille qui est très, très riche et les parents qui sont très contrôlants sur sa vie future. Tout à fait. On est vraiment dans 2 systèmes familiaux diamétralement opposés, hein. C'est assez sociologique de ce point de vue-là, puisque Ophélie est dans l'indépendance, la liberté totale, ce qui pose un certain nombre d'autres problèmes aussi pour se construire en tant qu'adulte, alors qu'Arthur, lui, a des parents qui veulent décider de sa propre vie. Et donc, entre les deux, évidemment, il y a une rencontre qui va se produire, qui va être intéressante. Et est-ce que vous vous êtes inspiré de votre vie à vous, lorsque vous travaillez dans cette compagnie de jeux vidéo? Forcément, on baigne dans des expériences, donc même si c'est pas ma vie en tant que telle, j'ai beaucoup observé et beaucoup vécu de choses. J'ai des points communs avec un peu tous les personnages des stagiaires, hein, que ce soit d'arriver à Paris quand on vient plutôt de la province, que ce soit aussi en termes de choix de vie. On a un autre personnage qui s'appelle Alix, qui elle est vraiment une fan inconditionnelle de cette entreprise, qui a lu absolument tous les ouvrages et elle veut vraiment réaliser le rêve de travailler dans la fiction. Donc on peut se retrouver aussi là-dedans dans la détermination d'Alix peut aussi me ressembler à certains niveaux. Donc j'ai brassé tout ça et après l'écriture, on s'inspire d'une base déjà existante pour créer encore autre chose. Et vous parlez beaucoup de la génération Y qui rentre sur le marché du travail. C'est vraiment ça qu'on retrouve dans cet ouvrage-là.
Oui, c'est une thématique générationnelle qui est aussi de poser la question de leur mode de communication. Et on se rend compte qu'on a une véritable mutation en fait des modes de communication de cette génération, ne serait-ce que par Facebook, les messages instantanés, et une évolution aussi qui est liée au contexte économique, de se dire que c'est plus difficile maintenant à la sortie des études de trouver un travail. Donc tout de suite, les enjeux sur les premiers stages, les premiers emplois prennent une dimension assez dramatique quelque part, puisqu'on a l'impression qu'on a une pression en fait énorme. Voilà, faut faire ta vie, il faut réussir ta vie, etc. Donc c'est aussi toute une réflexion là-dessus, sur quel choix de vie on a dans le monde actuel et comment on communique entre nous. Et évidemment, en plus, dans une entreprise de jeux vidéo, de manga qui est très axée sur les technologies, les innovations, ça va d'autant plus ressortir. Il y a une grande confrontation justement entre les générations parce que la génération qui est plus âgée, elle a tout misé sur sa carrière, tandis que la nouvelle génération, elle, l'emploi a une place, mais pas toute la place. Ils ont beaucoup de place sur la vie personnelle. Oui, c'est ça. C'est que je pense que maintenant, l'une des revendications, entre guillemets, de cette revendication, c'est de cette génération, c'est de trouver un équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Et que du coup, en plus, sachant que globalement, ce sont aussi des individus qui ont fait plus d'études, qui ont galéré, entre guillemets, d'une autre façon, ils ont envie d'avoir une récompense. Et ils se rendent compte que ça va pas être facile par rapport tout simplement à ce qu'il y a comme offre. Et du coup, ça crée, je pense, un conflit entre leurs rêves, leurs désirs, leurs idéaux et la réalité. Est-ce que vous avez été stagiaire, vous? Ah oui. Oui? Et est-ce que c'est un pied né, justement, aux gens qui prennent des stagiaires qui ne les paient pas adéquatement? J'ai un positionnement assez nuancé sur le stage parce que de ma propre expérience, le fait d'avoir fait un stage, ça m'a vraiment ouvert d'autres perspectives. Ça m'a aussi ouvert l'emploi parce que j'ai eu la chance d'avoir un emploi après mon stage. Ce qui n'est pas toujours le cas. Voilà. Je pense que par contre, ce qu'on oublie, c'est que c'est censé être une période de formation et non pas un emploi partiel en fait. Alors que maintenant, le stage de nos jours, c'est vraiment devenu un emploi déguisé. Et ça, c'est quelque chose qui est important de dénoncer, je pense, de montrer cette pratique, puisque c'est vraiment une forme d'exploitation, et je pense d'esclavagisme, de payer des gens très très peu pour travailler autant que d'autres. Et du coup, ça, c'est quelque chose, évidemment, que j'ai envie de dénoncer, tout en montrant quelque part les nuances, parce que c'est aussi une porte d'entrée parfois sur certains univers. Je pense que tout dépend aussi de l'équipe qui entoure et de l'humanité des individus. Et les stagiaires, ça parle aussi de ça, c'est que l'entreprise, en effet, c'est un système qui a pour objectif de rapporter de l'argent, il faut être lucide, mais qu'on est face à des individus, des êtres humains, et comment on gère à la fois l'économie, l'humain, et dans le cas des stagiaires, le roman, la créativité, puisque c'est aussi quelque chose qui rentre en ligne de compte, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Samantha, si vous me permettez, on va s'arrêter, on se reparle dans les prochains instants. Je veux qu'on continue de parler des stagiaires.